Ok. 3, 2, 1, ça tourne. Donc, bienvenue pour la deuxième vidéo de la série Armes US de ma collection perso. Donc aujourd'hui devant vous, vous avez un USM1 ou M1 Carabine en anglais. Celui devant vous est de 1944 et c'est une Underwood. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur l'USM1 Carabine? On va commencer par les basiques. Son pays d'origine, les USA. Développé en 1928, breveté en 1941. Donc c'est une arme semi-automatique qui peut aussi être convertie en full automatique, on en parlera un peu plus tard. Ses inventeurs, Fred Humeston, William Romer et David Marshall Williams. Les fabricants, bon bah là on est en période de guerre, il y en a un paquet, et je vais vous en énumérer quelques-uns, les principaux, donc Winchester, Inland, General Motors, Underwood et IBM. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais celle-ci c'est une Underwood. Elle a été produite de 1942 à officiellement 1973, même si la plupart ont été produites pendant la Seconde Guerre. Donc son calibre c'est du 30 carabine ou du 7,62 par 33. Au total il y en a eu 6 332 000 produites à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son poids est de 2,36 kg chargé, donc ce qui fait que c'est quand même une arme assez légère. Sa longueur totale est de 90 cm et son canon, c'est un canon au total qui fait 458 mm, donc on va dire 46 cm pour ne pas faire le puriste. Sa capacité, donc elle est connue surtout avec ses chargeurs de 15 coups, mais sous une autre version, la version full automatique, elle pouvait recevoir des chargeurs de 30 coups, des petits chargeurs incurvés de 30 coups. L'AESM1 a été utilisé par l'US Army donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et un petit peu aussi pendant la guerre du Vietnam. Mais aussi par exemple par l'armée française. On a retrouvé il y avait ce qu'ils appelaient les US carabines dans l'armée française en Indochine et en Algérie. La date de service de l'USM1 dans l'armée US, c'était de 1942 à 1973, donc 31 ans. Donc une durée de service au sein de l'armée beaucoup plus longue par exemple que le M1 Garand, qui le M1 Garand, si je dis pas de bêtises de mémoire, c'était 22 ans de service, vu qu'après il a été remplacé par la M14. Les différents variants de M1 qui existent, donc il y a le M1A1, donc c'était la version dédiée aux paratroopers, donc celle qui a la crosse métallique qui se replie, donc à ce niveau-là en fait, il y a une crosse métallique qui se replie. Donc celle-ci a été produite elle fut produite à partir d'avril 1945, et il y en a eu 500, non, pardon, je me suis trompé. On recommence, j'ai mélangé. Le M1A1, donc la version paratrooper, au total, il y en a eu 150 000 de produites. La version M2, donc voilà, c'est celle-ci que je vous la rêve. La version M2, en fait, c'est comme le M1 devant vous, sauf que c'est une version full automatique. Donc, et qui pouvait avoir les fameux chargeurs de 30 coups. Donc celle-ci a été produite en avril 1945, et au total, il y en a eu 500 000 exemplaires. Mais il faut savoir qu'il était possible de modifier la M1 classique avec un kit appelé T17. Donc ce kit là en fait permettait de changer le bolt et de passer assez facilement la M1 de semi-automatique à full automatique. Et pour finir, il y avait la version M3, donc la version tireur de précision ou tireur de vide comme vous voulez. Et la version M3 en fait c'était un M1 équipé d'un système de visée infrarouge. Donc il y a eu le T3 et le T120. Ça, on va plus le retrouver, il y en a eu un peu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on va plus le retrouver pendant la guerre de Corée. Ensuite, donc la version M3, il faut savoir qu'il n'y en a que 2000 exemplaires de produits. Donc c'est très dur à trouver, et c'est pas... Enfin voilà, je pense que ça n'a pas bien marché, quoi. Le coût de la fabrication du USM1 pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était 45 $ par unité. Donc ce qui valerait aujourd'hui à 700 $ l'unité. Donc ce qui est plutôt pas cher. Bon, malheureusement, nous on les trouve pas à 700 $. Parce que la valeur actuelle sur le marché US
Pour une M1 Carabine, ça va de 1000 à 5000 $. Donc ça va dépendre du fabricant et des variantes. Par exemple, si vous un M1, ça c'est plutôt un M1 classique, mais si vous cherchez un M1 Paratrooper, donc avec la cross Chris repli, vous allez plus être sur un budget alentour, je dirais, de 4000 $. Et si par exemple vous avez une M1 fabriquée par IBM, comme il y en a eu très peu de faites, là vous pouvez monter pas loin des 5000 $ pour un collecteur. Donc ça, voilà. Donc le M1 Carabine fut adopté rapidement par les unités et les troupes de soutien, donc tout ce qui était blindé, opérateur radio, technicien, enfin voilà, a été principalement utilisé par l'armée américaine plutôt sur le front Pacifique, parce que beaucoup plus facile de mouvement avec une M1 Carabine qu'avec par exemple le M140. On en a eu en Europe bien sûr, mais il y en a eu plus de distribués aux troupes côté Pacifique. Donc voilà. Mais par exemple, il faut savoir aussi une petite anecdote sur l'USM-1, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand l'armée allemande en avait saisi des quantités, on va dire, suffisantes, au bout d'un moment, comme ils en avaient un bon stock, il faut savoir que la Wehrmacht et les SS ont aussi utilisé l'USM-1. Donc c'est assez marrant que les Allemands pris une arme américaine, enfin voilà, donc c'est quand même que c'est une arme plutôt bonne, plutôt bonne. Donc après, moi par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques vétérans. Et donc des vétérans, ceux avec qui j'en ai parlé étaient plutôt des vétérans de la guerre de Corée. Et en fait, ils avaient vraiment, comment dire, deux critiques, on va dire, envers le M1 Carabine. La première, c'est sa munition, parce que c'est une bonne munition, mais son pouvoir stoppant est assez faible. Par rapport par exemple à un truc tout con, mais si on compare avec le 45 ACP, si vous allez sur certaines vidéos de youtubeurs qui font, surtout aux États-Unis par exemple, je pense à Demolition Ranch ou des trucs comme ça, le pouvoir stoppant du 45 est beaucoup plus impactant. C'est-à-dire que quand une cible ou un bloc de gel, ou imaginons une personne dans le cas de figure de la guerre, prenait une balle de 30 carabines, donc ça. Il était blessé bien sûr et tout, mais le choc en fait était moins important, c'est-à-dire qu'il pouvait continuer à courir. Que quand vous prenez une balle de 45 ou alors si vous prenez une balle de 30-06, même si vous la prenez dans le bras, vous faites un salto quoi. Le pouvoir stoppant en fait du 30 carabine n'était pas fantastique on va dire pour le combat. Et le deuxième reproche en fait que faisaient ces vétérans quand ils en ont eu avec eux, ils adoraient le M1 Carabine, mais ce qu'ils reprochaient, c'était le fait qu'il n'était pas en full auto. La plupart des mecs qui l'ont eu en dotation, ils l'avaient en semi-auto. Donc voilà. Mais bon, c'est pas des points, c'est pas des choses folles quoi. Donc là, on va arriver au petit jeu que je fais à chaque fin d'explication de l'arme qui vous est présentée. La notation, donc la notation en 10 points. Donc le premier point, l'investissement, la cote, la valeur. Donc est-ce que l'USM1 pour un collectionneur, c'est une arme qui tient bien sa valeur et tout? Alors oui, parce que c'est une arme tous les ans, moi la mienne je l'ai achetée il y a maintenant peut-être 2 ou 3 ans. Et par rapport au moment où je l'ai acheté et la valeur aujourd'hui à laquelle je pourrais la revendre, elle a pris presque 20%. Donc c'est un bon investissement parce que c'est une arme, je pense, qui ne fera que monter. Voilà, c'est un bon investissement. Donc là, il y a le point, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est une arme vraiment qui a une place dans une collection de Seconde Guerre mondiale? Ouais, c'est une arme emblématique de l'armée américaine. C'est une arme, pour moi, elle est au même niveau que le M1 Garand. C'est une arme super connue des troupes US. Donc ouais, celle-ci est vraiment collectable. Celle-ci a vraiment une place pour un collectionneur. Ensuite, son accessibilité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est facile à trouver? Alors là, je ne mets pas le point. Parce que pour être honnête, j'ai beau être aux États-Unis, pour trouver une M1 carabine en bon état,
enfin, comme celle qui est présente devant vous et tout, vraiment, vraiment en état, on va dire, seconde guerre, machin et tout, bah, croyez-moi ou pas, bah, c'est pas simple. C'est pas simple. Vous allez avoir dans les ventes euh, des M1 carabines, par exemple, comme je disais un peu plus tôt, IBM ou choses comme ça, donc qui sont des valeurs astronomiques, donc qui vont rester longtemps en vente. Mais des M1 carabines accessibles, on va dire, pour le collecteur lambda que je suis, par exemple, ça a été assez compliqué, ouais, j'ai mis un peu de temps. Donc là, je donne le. Enfin, pour moi, il n'y a pas le point. L'état général des armes sur le marché et tout. C'est une arme qui est plutôt bien construite, donc bon état. Bon état. Sincèrement, enfin, de toute façon, les armes US en général sont des armes assez robustes et en bon état malgré leur âge. Donc ça, il y a le point, il n'y a pas de souci. Le pays d'origine, bon bah les US, ouais, quand on collecte la Seconde Guerre mondiale, les US c'est dans le top 3 des nations, donc ouais, ça a son point, ça a sa place à 200%. Ensuite, donc là on va passer plus vraiment typiquement à l'arme au stand de tir. Donc j'ai tiré avec la mienne, j'ai tiré avec celle d'un ami. Donc au niveau de la fiabilité, c'est une arme très fiable si vous avez les bonnes munitions. C'est-à-dire que quand j'ai tiré avec la mienne, j'ai eu aucun souci parce que je tirais avec des munitions de surplus militaire. Mais par contre, mon pote qui avait la sienne, lui tirait avec des munitions de rechargement. Et il arrêtait pas d'avoir des gems, donc des accidents de tir, enfin ça partait pas quoi. Donc ouais, donc au niveau de la fiabilité, c'est une arme fiable, mais il faut juste avoir les munitions qui vont avec, quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Bon après au niveau le prochain point c'est le calibre. Donc le calibre, il n'y a pas le point là, parce que bon bah à part l'USM1, aucun autre fusil militaire ou d'assaut ou carabine ou quoi que ce soit utilise ce calibre. Et je pense qu'il y a une raison. Alors ok, c'était léger à transporter et tout, mais justement comme je disais, ça manque de pouvoir stoppant. Au niveau comment dire, comment on dit en français, de la précision, je cherche mes mots, je suis désolé. C'est donné pour 300 mètres, mais je dirais plus de 100 mètres. Donc ouais, voilà, enfin, pour moi le calibre, c'est pas un plus pour cette arme. La distance effective, donc comme je disais, c'est donné pour 300 mètres. Enfin bref, c'est donné pour 300 mètres. La prise en main et le confort de tir, ouais, c'est une arme super agréable. Donc déjà, c'est une arme super légère. Au niveau de l'épaulement et tout, c'est plutôt confortable et tout. Pour le tir, bon, ça brûle pas plus que ça et tout, donc la stabilité et tout est vraiment bonne. Donc vraiment une bonne prise en main, vraiment une arme agréable à tirer, très confortable. Et après pour la précision, donc comme je disais, alors je vais dire que oui elle est précise, mais jusqu'à 200 mètres. Au-delà, ça arrose un peu plus. Bon après comme je dis, hein, ces armes-là, quand on est dans l'objectif de guerre, encore une fois, le but c'est pas de faire un groupement de 5 bastos dans une pièce de monnaie. Mais donc oui, elle est précise, mais moi le problème c'est que mon stand de tir, j'ai une distance maxi à 200 mètres. Je serais curieux de voir ce que ça donne à 300 mètres le groupement. Mais à 200 mètres, comme je dis, quand j'emmène mes armes au stand et que je tire avec, je mets des cibles de silhouette humaine. Donc comme ça représente vraiment la réalité entre guillemets. Et oui, tout était dedans, quoi. Sur des salles de 5 bastos, à chaque fois tout était dedans. Donc voilà, ça c'était la présentation de mon USM1 et mon avis et le partage de ce que je connais dessus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Encore une fois, comme j'ai déjà précisé, c'est ma collection personnelle et je suis pas historien, je suis pas spécialiste d'armes à feu et tout. Si vous voulez plus de détails ou vraiment des trucs bien poussés et tout, il y a des très très bons youtubeurs français qui font du super boulot. Donc je vous invite à voir leur chaîne. Moi c'est vraiment juste pour partager ce que je sais et à la limite, justement si vous avez plus de connaissances et vous pouvez m'apporter d'autres choses et tout, je serais ravi. Mais c'est vraiment dans le but d'échanger et de vous présenter ma collection. Et un truc que j'aime bien aussi avec le mien, c'est que je sais pas si le focus va vous permettre de le voir, mais à l'avant j'ai la petite le symbole de l'armée US, donc la petite bombe, donc sympatoche quoi. Et vraiment une arme légère et tout, moi j'adore. Après pendant la Seconde Guerre mondiale, je
pense que c'est une arme que les soldats devaient apprécier, ça c'est sûr, par sa légèreté et le fait qu'elle donnait beaucoup de mobilité. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du pouvoir stoppant, j'imagine que... Bon, après, en plus, il y avait aussi cet avantage. Il y avait le poids, donc la légèreté, ce qui donnait plus de mobilité. Le fait qu'il y avait quand même 15 munitions dans le chargeur, alors que le M1 Garand, on sait que c'est 8 munitions. Mais bon, en face, c'est vrai que quand vous aviez des Allemands qui avaient, par exemple, une MP40 ou un truc comme ça, enfin, je sais pas, mais je pense que, ouais, je pense que ça devait être une arme appréciée pendant ce conflit. En tout cas, de tous ceux que j'en ai, enfin, tous les vétérans avec qui j'ai discuté, et ouais, ils avaient ces deux petits points négatifs au sujet de l'arme, mais ils l'appréciaient beaucoup. Donc voilà. Ah, et puis la mienne est de 44 parce que les premières n'avaient pas l'embout pour les baïonnettes et n'avaient pas le même système de mire. Donc moi c'est déjà, c'en est une qui est un peu plus évoluée parce que j'en ai déjà vu sur le marché, on va dire ce qu'on va appeler entre guillemets les premières générations. Donc vous n'aviez pas la possibilité de mettre une baïonnette. La mire avant était différente et celle derrière était complètement différente aussi. Donc voilà. Et puis le truc qui change aussi avec la version full auto, c'est ici vous avez le sélecteur de tir qui est manquant ici bien sûr parce que la mienne est 100% semi-automatique. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je suis pas youtubeur professionnel, quoi que ce soit. Enfin, je fais vraiment ça sur mon temps libre pour partager ma passion et c'est mon plaisir quoi. Donc désolé pour la qualité des vidéos et les bafouillages de temps en temps, mais voilà. J'ai vraiment envie de vous présenter mon M1 Carabine. Voilà. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé. Donc comme le M1 Garand, celle-ci je l'emmènerai au stand de tir printemps-été pour vous faire une petite vidéo. Et là sur la série US, il nous reste encore 2 fusils à voir et après on passera sur une autre nation. Voilà, je vous remercie.